Covid-19, nos marchés face à la pandémie, c'est le thème de cette discussion. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos invités. Monsieur Roméo Akobito, il est médecin, il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, madame la journaliste. En face de monsieur, nous avons madame Christiane Deguinan Kakuchichi. Elle est représentante de la Sogema. Bonjour, madame. Bonjour, madame la journaliste. Et au téléphone, Roch, vous allez recevoir Roch Rouirin, il est sociologue. Absolument, c'était un peu comme je vous le disais dans les propos introductifs. Le sociologue nous fera sa lecture sociologique du comportement des Béninois vis-à-vis de cette pandémie et surtout dans nos marchés. Et puisque nous sommes là, nos invités sont déjà sur ce plateau, j'ai bien envie de commencer par docteur Roméo Akobito, pour vous demander, le virus, ces derniers jours, est en train de prendre vraiment une allure assez inquiétante. Pendant ce temps, ça va et ça vient dans les marchés. Est-ce que vous êtes inquiet? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais rappeler la situation du Bénin d'aujourd'hui. On est à 1187 cas, en fait, avec 19 décès. Le constat est là, dans nos marchés, on s'inquiète. Tout à fait. On s'inquiète parce que quand vous allez dans nos marchés, vous constatez un certain nombre de situations, le non-respect des mesures barrières. Et ça préoccupe. C'est ça. Le virus, il n'y a que l'homme qui fait circuler le virus. Il n'y a que l'homme qui fait circuler le virus. C'est très important. Et là où il y a une forte densité humaine, le virus va circuler. C'est ça. Et exceptionnellement, dans nos marchés, ça doit préoccuper. Parce que si les mesures barrières ne sont pas respectées, si le lavage des mains à l'eau et au savon, et où l'usage du gel hydroalcoolique n'est pas fait régulièrement, le virus va circuler dans nos marchés. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui on assiste à ce nombre croissant? Est-ce parce que les Béninois n'ont pas encore conscience que le virus existe ou bien c'est quoi le problème? Alors, c'est exact. Quand vous questionnez un certain nombre des usagers de nos marchés, c'est d'abord, soit c'est une question de déni de la maladie, ou c'est juste dit que c'est une maladie des Blancs. Et que les Africains ne sont pas atteints par cette maladie. Parce que ça fait assez de ravages de l'autre côté. De l'autre côté. Soit c'est la question de la providence divine. On se dit, on se remet à Dieu. Dieu me protège, moi, le virus ne va pas m'atteindre. Et l'autre aspect de la chose, c'est la croyance, en fait. Et aussi l'ignorance, en fait, des symptômes de la maladie. Tout à fait. Beaucoup de personnes qui sont dans nos marchés ne connaissent pas les symptômes de la maladie. Il y a des voisins qui toussent, mais pour des raisons de sécurité collective, l'autre ne peut pas lui expliquer. Tu tousses, il faut aller consulter chez ton médecin. Donc les gens ignorent un peu les symptômes de la maladie. Ce qui est sûr, vous aurez le temps de revenir plus amplement sur les symptômes de cette maladie, n'est-ce pas, Fulgencia? Alors, madame Christiane Deguinan Kakuchichi, quelles sont les dispositions que vous, à votre niveau, vous avez prises? Merci, madame la journaliste. Dès que l'événement de la pandémie de la COVID-19 est apparu, la direction générale de la Sogema a pris les premières dispositions, à savoir commencer par sensibiliser ces usagers. Nous le faisons sur les antennes de notre radio, il y a la radio Sogema, et nous avons formé plusieurs équipes et tous les jours on fait la descente, on passe de secteur en secteur pour les sensibiliser sur les précautions à prendre. Mais on n'a pas l'impression que le message passe parce que nous avons fait le tour dans ce marché et les téléspectateurs sont d'accord avec nous. C'est comme si le mal n'existe pas dans nos marchés, notamment à Dantopa. Au départ, ils ne comprenaient pas, mais dès que l'État a décidé qu'il y ait un confinement et on a interdit la circulation des taxis, Topa et autres, beaucoup ont pris conscience et ne revenaient même plus dans le marché. Et dans la période, vous allez constater que le marché était fluide, la circulation était libre. Et dès qu'on a annoncé le déconfinement, que les taxis ont repris de service, on a constaté que certains se sont dit, ça veut dire que le mal n'est pas autant grave. Donc, ceux
qu'on a pu convaincre et qui prenaient les précautions du gel hydroalcoolique. La Sogema aussi avait mis à disposition des dispositifs de lavage de mains, porter des gants, mais à un moment donné, on s'est dit, au lieu de porter des gants, il vaut mieux se laver régulièrement les mains pour prévenir ce mal. Donc, ceux qui avaient l'habitude, la majorité, ont commencé par prendre le pli, mais dès qu'on a annoncé le déconfinement, ils se sont dit, il n'y a rien, mais une bonne partie, surtout les ambulants, ceux qui viennent des villages avec les produits vivriers s'en foutent parce qu'ils se disent c'est la maladie des citadins. Mais madame, après la levée du cordon sanitaire, est-ce que vous avez fait un suivi? Vous êtes allé voir ces populations, si les règles sont vraiment respectées? On continue de faire le suivi et en collaboration avec le commissariat de Tantokwa parce que la Sogema a un commissariat spécial et ces éléments descendent régulièrement pour sanctionner ceux qui ne portent. Il y en a qui ne portent même pas carrément, mais il y a certains qui mettent ça au menton pour simuler qu'ils sont en train d'observer les règles. Et la police et les équipes formées par la Sogema descendent régulièrement. Et chaque fois quand on descend, quand ils sentent qu'on est dans le marché, tout le monde le porte. Et dès que vous quittez les lieux, il y en a qui se plaisent à enlever, mais on n'a jamais cessé de le faire, même avec une délégation du ministère de la Santé, on a fait le tour. Et ceux qui n'ont souvent pas ça, ne se couvrent pas, ne se masquent pas, on insiste pour qu'ils le fassent. On a eu aussi des dons de masques qu'on a distribués. Il y a eu Ramib qui nous a offert des masques pour les taxis-motos. Il y a les créateurs des associations qui la distribution se fait régulièrement, qui nous accompagnent. Voilà. Et on ne va pas se lasser de faire le suivi. D'accord. Docteur, elle a dit, on a l'impression que les masques, les bavettes qu'on demande de porter aujourd'hui, les citoyens les mettent juste pour éviter les policiers. Dans les marchés, vous êtes allé même jusqu'à faire également une vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux. Vous alertez du comportement dans nos marchés. Qu'avez-vous constaté justement et qui vous a amené à sortir de vos réserves en tant que médecin? Oui, comme je l'ai dit, c'est une situation qu'on doit suivre de près. Que ce soit tous les usagers du marché, des marchés, ceux qui viennent vendre, ceux qui viennent acheter, le problème se pose. Parce que si la conscience venait de ceux qui viennent de dehors pour acheter, là, ça allait peut-être faire un tic dans la tête de ceux qui veulent vendre, pour parler terre à terre. Moi, j'ai été dans plusieurs fois au marché, j'ai constaté que, bon, en face de moi, celle qui a sa marchandise ne porte pas le masque. Et quand ils vous voient avec un masque, ça les étonne à un moment donné. C'est comme si vous êtes... De quoi avez-vous peur, vous? C'est comme si le virus n'existait pas. C'est inquiétant. Et dans cette vidéo que j'ai eu à faire, je disais, il faut intensifier en fait. Si possible, il faut sanctionner. Il faut sanctionner parce que, vous voyez, cette pandémie, quand ça a commencé dans certains pays, ils sont arrivés même à fermer des marchés systématiquement. Parce qu'en épidémiologie, tant qu'il y a une forte densité humaine, le virus est là, ça va circuler. Tout à fait. Et c'est un virus particulier, c'est-à-dire, c'est un virus mortel. Il y a des cas de décès rapides. Bien sûr. Et à partir d'un certain âge, des personnes âgées de plus de 60 ans et plus, qui ont certaines pathologies, vite, ils décèdent rapidement du Covid-19. Ils sont plus exposés. Ils sont plus exposés, des personnes à risque. Ouais. Donc, j'ai eu à dire, soit, dans une certaine mesure, on met la police sanitaire en amont, pour sanctionner d'abord, pour sensibiliser. Et si possible, à un moment donné, il faut commencer par sanctionner. C'est ça. Sinon, on ne le fait pas, on arrivera à la fermeture des marchés. D'accord. Et ça serait grave parce que du point de vue économique, ça va impacter économiquement tous les Béninois. Parce que le marché d'Antokwa, par exemple, c'est vraiment un poumon économique au Bénin. C'est vrai, c'est un million qu'on brasse dans ce marché rock. Oui. Alors, dites-nous, docteur, quels sont les symptômes de cette maladie? Parfois, on l'assimile au paludisme. C'est très bien dit.
beaucoup de personnes qui se présentent à nous pour consulter viennent d'abord en disant qu'ils font le paludisme. Parce que c'est pratiquement les mêmes choses. Vous avez des coups battus, vous avez des douleurs musculaires, vous avez la fièvre. Il y a certaines personnes qui toussent, il y a certaines personnes qui ont mal à la gorge. Il y a d'autres en phase avancée, peuvent avoir des douleurs à la poitrine, ils peuvent avoir des difficultés respiratoires. Il y a d'autres qui font la diarrhée et qui pensent même que c'est une infection digestive, ils ont mangé quelque chose, ils font la diarrhée. Ah bon? Oui. Il y a même la diarrhée dedans. Il y a la diarrhée dedans à une certaine étape. Donc, cela tranche sur le paludisme et en même temps des infections digestives. Donc, pour eux, ils font de l'automédication à la maison, ils traitent déjà le palud. Et quand ils viennent, la fièvre persiste, on leur dit, nous devons vous dépister. Et c'est quand on dépiste, on leur dit, vous êtes infecté par la COVID-19, ils se disent pas le virus, ils se disent, comment cela peut-il arriver? Ils se posent des questions. Ça. Et à un moment donné, il y a d'autres qui arrivent trop tard, on est obligé de les passer dans des services d'urgence spécialisés et les équipes sont là et mobilisées pour gérer leur cas et leur prise en charge. D'accord. Et là, aujourd'hui, les traitements qui sont proposés, c'est-à-dire la chloroquine, c'est conseillé au début. Lorsque vous êtes testé positif. Positif au début, c'est vraiment conseillé au début. Mais si c'est en phase avancée, avec une détresse respiratoire, il sera vraiment très difficile de vous prendre en charge. Donc, je demande à la population, aux usagers du marché, dès qu'ils ont les premiers symptômes, c'est-à-dire la toux, la fièvre, il faut qu'ils consultent un agent de santé. Il y a les infirmiers des centres de santé, il y a les médecins qui sont dans les cliniques et les hôpitaux. Il faut qu'ils consultent pour qu'ils fassent la part des choses entre un paludisme et la COVID-19. Merci beaucoup, Dr Roméo Akogbeto. Nous allons voir un peu ce que les citoyens, les usagers de nos marchés pensent des comportements des Béninois et des usagers des marchés également face à cette pandémie de la COVID-19. Tout la loi, là, je respecte. Si je prends l'argent après 30 minutes comme ça, je lave ma main. Même encore, je aller prier, encore je lave. Si j'ai quitté à la maison, je lave. Même j'ai arrivé au marché, je lavé. Les maladies là, ils sont partout. C'est partout. Mais je n'ai pas trouvé l'argent d'acheter à Cachini. Si je trouvais ça maintenant, je mets ça. Même je n'ai pas acheté dans les marchés. On sait que dans les marchés là, c'est pour les gâter. Les gens ils mettent ça, les petits mettent ça, après ils vont vendre ça encore. Moi je ne sais pas. Donc c'est pour cela moi je n'ai pas acheté. Jamais acheté ça comme ça. Si j'ai trouvé ça pour boire ou bien pharmacie, je prends. Mais si ça va comme ça, moi je n'ai pas. Non, elle ne respecte pas les règles du jeu. Bon, on est en Afrique, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en Afrique. On est obligé de supporter ça. Tout le monde, regardez la dame qui vend du piment là-bas par exemple. Elle n'a pas de masque. Mais si vous êtes dans l'obligation de payer, vous êtes obligé. Mais vous protégez-vous, c'est tout. Mais Béninois là, mais très tôt péré. Donc nous là comme ami d'ailleurs. Pour les nous à don nous non, et non on est budget do mais. Amade mi dia na sin wo. Ma o ran pon e, pon. Yẹn do ọ̀nà gbọ́n gbẹ̀jẹ̀ yẹn. Mi no respecte parce que les médias no gbe mi si di non à 1 mètre de distance na mi. O droit on do mi si. Je me rapprocher mi. Mais le quartier je me donne Gandhi. Bon, mi ou des responsables d'Akilo Mele. Mi no do ejigbo. No do di dona ye. Comme les bo a mo to tiyon. E wa so mo ma ko tiyon. Et tiyon e no ba da hun apon ka me kwa. Mo comprend ti. E wa so bo. Yen no ti o we bi no apa. Azon to to mama. Yen da I ma de to chale ba na mi wende. O se do Il nous faut de l'eau, il nous faut du savon. La Sogema déposé ça. Et depuis un certain temps, ils n'ont même pas demandé si l'eau est finie, si l'eau reste, si le savon reste, si le savon est fini. La Sogema n'a pas demandé. Et même ils l'ont déjà gâté ça. Le voilà devant moi là-bas. Maintenant, je vais tout les périr. Je comprends ça. Donc, je vais aller dans le bloc. Donc, je suis dans le champ. Parce que nous avons demandé la cité. Il dit, nous avons demandé de la cour.
Donc, comme à Holeka, il faut que je sais. Oui, à Holeka, c'est bon. Voilà, on a entendu beaucoup de choses, hein, beaucoup de réactions. Merci à Yasmine Damata et Julie Simbo qui ont réalisé cette Vox Pop. Et puis, je vais directement du côté de Madame. Nous avons entendu beaucoup de choses. On a dit qu'il y a l'eau qui est finie dans le dispositif de lavage de mains. Il n'y a pas de savon. Il y en a même qui sont défectueux. Et depuis que vous avez installé, vous n'êtes plus repassé voir comment ça fonctionne, madame. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, au niveau des usagers de nos marchés, il y a toujours des gens qui essayent toujours d'attaquer la Sogema. Les dispositifs mais là, c'est pas une attaque. Ont été mis en place et on a responsabilisé chaque usager dans les secteurs. Dans chaque secteur, il y a eu au moins une dizaine d'usagers qui ont été responsabilisés avec des dispositifs de lave-mains. Au départ, on leur avait offert des savons liquides. Oui. Et on leur a demandé de s'organiser entre eux. Ouais. Parce que dans chaque secteur, il y a au moins un responsable. De s'organiser entre eux, d'approvisionner le dispositif de lave-mains. Et c'est après avoir accepté qu'on leur permet de décharger avant de prendre le dispositif. Mais au départ, il y en a qui étaient pressés d'en avoir parce qu'ils veulent gérer la main. Donc c'est la mode, il faut l'avoir. Je veux être responsable. Mais après ça, quelques semaines après, ils ont compris que c'est pas est-ce qu'ils ont compris. Ils se sont dit ils ne peuvent plus gérer parce que c'est tout un monde fou qui l'exploite et ils ne seront pas les seuls à le faire. Vous savez, la mentalité de l'homme en général, moi je ne le ferai pas pour tout le monde. Voilà. Il faut que les autres aussi se débrouillent. Il y en a même qui sont allés nous revoir pour nous demander de reprendre l'eau de lave-mains parce qu'ils ne peuvent plus gérer. Mais donc, j'estime... Pour prévenir un mal, il faut prendre les précautions. On vous a donné les moyens de le faire et vous décidez de ne pas gérer ça parce que vous voudriez que la Sogema elle-même vienne vous approvisionner en eau et en savon. Alors qu'au départ, on s'était déjà entendu pour que chaque responsable gère ça avec les usagers qui sont dans son secteur. Et c'est là qu'il faut même appeler à la responsabilité des usagers de ce marché. On n'est pas obligé d'être responsable en charge de la gestion de ce dispositif avant de l'approvisionner. Et si vous êtes usager au marché et que vous constatez qu'il n'y a pas d'eau là-dedans, ni de savon, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un savon de 500 francs et puis de l'eau de 25 francs ou bien 100 francs? Est-ce que vous ne voyez pas dans les seaux et Je voudrais même attirer votre attention sur le fait qu'il y a des usagers indélicats qui essayent de tout faire pour gâter le lave-mains. Parce que nous avons les informations qu'il y en a qui viennent, au lieu d'appuyer délicatement pour avoir le savon et l'eau, ils le font de façon violente pour gâter ça. Mais quand les lave-mains sont gâtés, il y a des responsables conscients qui nous appellent et on fait... on remplace le lave-main. Mais si elle n'informe pas la Sogema et qu'elle reste dans son coin et dit c'est déjà gâté, la Sogema n'est pas venue remplacer, comment on pourra être informé? Mais on fait le tour. Voilà. Mais quand on constate que le lave-main n'est pas approvisionné en eau ou en savon, on les interpelle. D'accord. Très bien. Docteur Roméo Akogbeto, vous avez suivi avec nous l'élément qu'on vient de passer. On constate que les usagers de nos marchés banalisent cette maladie. Oui, je l'avais dit, c'est un constat général, mais par rapport à la question des dispositifs dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est une question de suivi en fait et d'évaluation de toutes les mesures mises en place pour en fait pour limiter en fait cette pandémie. Et aussi, je pourrais proposer à la Sogema en fait de rester, comme on le fait dans certains pays actuellement, on parle de système de référence. C'est-à-dire, vous choisissez des référents, soit dans les associations, soit dans les structures fertières, et ces référents, ils ont une tâche, ils ont une ligne donnée, et ils doivent vous produire des résultats. C'est ça. Et c'est ça, même en France aujourd'hui, c'est comme ça se passe. Parce que l'État, les grandes structures publiques ne peuvent pas gérer
toute cette situation. Il faut descendre à la base parce que la maladie est devenue communautaire. Tout à fait. Il faut aller à la base et confier des tâches à certaines structures pour s'en occuper. C'est sur les usagers eux-mêmes, ces associations-là. Si on leur confie un certain nombre de choses, ils doivent être en mesure de gérer. Et si possible, peut-être trouver un partenariat, peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas avec les sapeurs-pompiers ou quoi, pour alimenter l'approvisionnement en eau de manière régulière. Parce que s'il n'y a pas d'eau, les gens ne se lavent pas la main, alors on n'aurait rien fait en installant ces dispositifs. Mais l'autre... Ajouter quelque chose par rapport à la réaction du docteur. Nous avons déjà une solution en vue parce que le ministère de la Santé, dans les prochains jours, doit faire disposer des lave-mains géants. Dans tous les secteurs, on a déjà détecté les sites. En principe, cette semaine, ça devait être installé et l'approvisionnement en eau sera à la charge de la SOGEMA parce qu'il y aura un raccordement à l'eau potable pour que ça soit approvisionné. Dès que ça finit, il y aura des responsables pour nous informer que c'est fini pour que les lave-mains géants soient approvisionnés régulièrement. D'accord, merci pour cette précision. Mais docteur Akogbeto, nous avons également entendu dans la Voix Pop tout à l'heure, les gens soulevaient un aspect, il y en a beaucoup qui sont revenus là-dessus, le caractère étouffant des masques que nous portons. Et il est dit qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables et au nombre de ces personnes, vous avez cité par exemple les asthmatiques. Comment faut-il porter le masque pour ne pas s'étouffer comme l'ont soulevé ces usagers? Oui, vous savez, c'est une grosse question. C'est sous deux aspects. Vous savez, c'est la qualité des masques qu'on a en réalité. Vous savez, l'État n'a pas eu les moyens de donner le masque médical et chirurgical à la disposition de tous les Béninois. Donc les gens ont essayé de confectionner des masques en tissu qui ne respectent pas les normes et qui la filtration d'air est beaucoup plus compliquée. Donc, nous sommes un pays en voie de développement et là, c'est normal que les gens trouvent d'autres solutions pour pouvoir respecter en fait les mesures imposées par le gouvernement. Mais ce qui est en fait recommandé, parce que en fait c'est en fonction de l'épidémie. Au début, on disait quand vous êtes quelqu'un est à moins d'1 mètre de vous, portez votre masque pour éviter en fait de recevoir en fait les gouttelettes. À un moment donné, on a dit le port de masque permanent à tout moment, c'est vraiment difficile parce que c'est pas pratique. C'est pas pratique. On peut pas porter le masque à tout moment. Mais aux usagers du marché, je peux leur dire, dès qu'ils ont un client ou ils ont un vis-à-vis qui se retrouve à moins de 2 mètres, le port de masque doit être obligatoire. Si vous circulez dans le marché, vous devez porter votre masque. Mais si vous êtes dans votre magasin et vous n'avez pas une clientèle en face de vous, vous pouvez peut-être retirer un peu le temps de respirer et de oxygéner, de souffler. D'accord. Très bien. Merci. Vous permettez, Fulgencia, nous sommes déjà en ligne avec notre sociologue, professeur Roch Rouin. Il est déjà en ligne. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Nous avons du mal à l'entendre. Bonjour, professeur. Je vais le rappeler. En attendant, nous allons continuer. Oui. Alors, docteur, le fait de se percer de l'argent dans nos marchés, est-ce pas un moyen de transmission du Covid-19? Alors, ce n'est pas que l'argent, en fait, c'est les échanges. Parce que dans le marché, il y a les marchandises, il y a beaucoup de choses. Ok, il est en ligne maintenant. Vous permettez? Oui, bonjour, professeur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ok, nous ne vous entendions pas. Maintenant, c'est bon. Oui, bonjour, professeur Roch Rouin. Je rappelle que vous êtes sociologue, enseignant, un chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la Covid-19 et du comportement des Béninois vis-à-vis de cette pandémie dans nos différents marchés. Quelle lecture faites-vous de ce comportement des Béninois? Allô? Merci, monsieur le journaliste. Merci de m'associer à cette réflexion. Le comportement des Béninois n'est pas différent dans les marchés, comparativement aux autres espaces sociaux, que ce soit à domicile, donc les espaces domestiques, que ce soit dans les lieux de culte
que ce soit dans les lieux de travail. Donc le comportement est identique. Et aujourd'hui, toutes les hypothèses révèlent que les marchés sont moins à risque de contamination Que les espaces fermés. les marchés sont Moins à risque de contamination que les espaces fermés. Ah, Les d'accord. espaces fermés, c'est déjà le lieu de travail, c'est déjà les lieux de culte, c'est déjà les domiciles. Mais est-ce que les marchés ne sont pas les lieux de la propagation rapide de ce virus? Non, parce que c'est ouvert. Les études sont en cours. Hein. Je ne dis pas des hypothèses fortes. Des études sont en cours, mais les marchés sont des espaces ouverts. Donc, on contraste moins la maladie dans des espaces ouverts que dans les espaces clos. Mais vous savez, professeur, on ne sait pas, lorsque vous n'allez pas vous faire dépister, vous ne savez pas si vous êtes porteur de ce virus. Si vous étiez porteur, vous venez au marché, vous utilisez des billets ou bien des pièces pour faire les transactions, vous saluez quelqu'un, ou bien vous parlez qui a des postillons de salive qui touchent l'autre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. D'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais n'incriminons pas les marchés comme étant le principal canal de propagation de la maladie au Bénin. Voilà. Donc par rapport vous voyez un peu, nous sommes dans un contexte de menace épidémiologique, de menace virale permanente. Et par rapport à la COVID-19, on est en face d'une maladie que nous qualifions d'iconoclaste, c'est-à-dire une maladie qui remet en cause les normes sociales établies. C'est ça. Que constatons-nous? Nous constatons une maladie de survenue imprévisible, une maladie qui détruit les solidarités humaines de par la mise en danger des proches. Une maladie au cours de laquelle la mort survient, au cours d'une brève maladie grave. Et qu'est-ce que les gouvernements font, aussi bien au Bénin qu'ailleurs? Les gouvernements mettent en place des interventions qui sont socialement inacceptables. Qui sont socialement inacceptables, oui. La restriction des rassemblements, l'interdiction des enterrements qu'ils appellent dits non sécurisés, et des enterrements qui ne tiennent parfois compte des risques coutumiers. Parfois, comme on l'a vu dans d'autres pays, comme au Libéria, dans des tombes anonymes. Souvent, les interventions interdisent des gestes spontanés de bienséance. On vous interdit de vous serrer les mains. Parfois, même pour d'autres épidémies comme Ebola, on a proscrit la consommation de la principale ressource protéique, la viande de brousse par exemple. Donc les populations vivent toutes ces mesures comme de la persécution. D'accord. En conséquence, qu'est-ce que nous constatons? Il y a l'émergence du doute, et parfois même l'existence du virus et les interventions réelles du système de santé. Donc on a vu dans plusieurs exemples, même au Bénin, vous pouvez constater la prédominance de ce que nous appelons les modèles de causalité autochtone, intervention de l'État. Parfois, les gens pensent même qu'en comptabilisant le nombre de cas, c'est que l'État gagne de l'argent. Il y a également la théorie du complot occidental. On pense par exemple que c'est les pays occidentaux qui veulent détruire les pays africains. Parfois même, on pense même que c'est des expérimentations criminelles en laboratoire. On pense surtout au Bénin à la volonté divine. Voilà, c'est la maladie des Blancs. Donc, ça, c'est des modèles de causalité endogène. D'accord. Et les réactions induites sont claires là. Quand vous ne croyez même pas au modèle virologique, les réactions sont claires. D'accord. Lorsque quand vous fermez les écoles, on a constaté que les enfants ont occupé les autres espaces sociaux, maintenant permanent le risque de contagion. Lorsque vous parlez de port de masque, on a vu que les gens ne portent les masques que dans les artères principales de peur d'une répression policière. Lorsque vous fermez les frontières, on a vu que des gens ont des stratégies de contournement et cela pousse les voyageurs vers la clandestinité. Avec les nombreux débarcadères, les nombreuses pistes. D'accord. Lorsque vous fermez les lieux de culte, on a vu des stratégies de riposte au niveau local, la multiplication des cultes privés, domiciles, regroupant plusieurs ménages, maintenant le risque permanent. C'est ça. Et ça, c'est sans compter nos façons de vivre peu favorables. Absolument. La cohabitation, la proximité, les pratiques religieuses, etc. Ce sont des pratiques. Donc, c'est une épidémie iconoclaste qui remet en cause toutes ces normes
de cohabitation. D'accord. Et les Africains en général et les Béninois en particulier pensent que la solution à ce problème, un peu comme vous le disiez, se retrouve dans la pharmacopée à l'heure actuelle. Je sais que vous avez une casquette de pharmacopée, je ne sais pas, sur la tête. Est-ce que vous pensez qu'il faut croire à cela parce qu'il y a le recours aujourd'hui à ces produits aujourd'hui? En fait, jusqu'à ce jour, aussi bien au Bénin que partout ailleurs dans les pays africains, les tradipraticiens sont juste associés pour servir de relais aux institutions publiques pour la diffusion des messages de santé publique. On pense qu'ils sont des leaders communautaires et donc ils sont utilisés à des fins de médiation sociale pour instaurer la confiance. Donc le défi, c'est comment mettre à contribution les innombrables ressources dont regorge cette médecine. Comment vraiment profiter de ce profil varié de professionnels pour une meilleure riposte. Et curieusement, à ce jour, aucune institution officielle en Afrique n'a entrevu la contribution de la médecine traditionnelle dans toute son intégralité, alors même que cette médecine constitue le premier recours pour la majorité des populations. D'accord. Et dans le Conseil des Nations, il n'y a que ça que l'Afrique puisse apporter. Il y a des essais de vaccins, de médicaments partout ailleurs, mais l'Afrique ne peut compter que sur ça parce que l'Afrique n'a même pas les moyens de s'engager sur la piste d'un vaccin contre la COVID-19. D'accord. Et pourquoi les gouvernements, et ça c'est la question que je me pose, pourquoi les gouvernements africains ne mettent-ils pas à l'épreuve les pratiques praticiens? D'accord. Pourquoi ne leur donnent-ils pas les moyens Faites-leur la proposition. Les pratiques efficaces et apporter la preuve de l'innocuité, de l'efficacité et de la qualité des remèdes traditionnels? D'accord. Pourquoi ne mettent-ils pas en place un cas de réflexion spécifique autour des produits de la médecine traditionnelle? C'est des questions que je me pose à ce jour. Et ce sont des questions qui restent en suspens, que nous adressons également aux autorités. Merci à vous, professeur Roch Onyihin, d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui. Voilà. Alors, docteur Akogbeton, est-ce que vous pensez, vous êtes d'avis avec notre invité au téléphone qui pense que la solution est dans la pharmacopée? Non, je pense que c'est une épidémie, le nombre de cas augmente, il y a des décès. Nous avons une proposition de prise en charge à la chloroquine, donc on n'a pas le choix, il faut y aller pour le moment avec cela. C'est au ministère de la Santé de mettre en place un creuset pour réfléchir, voilà, comment il faut trouver peut-être d'autres alternatives par rapport à la prise en charge. Mais il a aussi expliqué que les marchés ne constituent pas des lieux de propagation du virus. Il a fait une analyse sociologique. Exactement. En fait, il faut savoir prendre ce qu'il dit. C'est-à-dire, dans les endroits fermés, le virus se propage très vite. Et par contre, dans les endroits ouverts, ça se propage moins. Mais la particularité des marchés, c'est-à-dire, exceptionnellement, par exemple, dans nos marchés, c'est la distance sociale qui est entre les individus. Les gens sont côte à côte, ils sont à moins d'1 mètre. C'est ça. Si dans certains pays où le port de masque, le respect des mesures, le lavage des mains, ou dans ces pays-là où le marché, on a fait des études dans ces marchés, on a constaté que le virus se transmet moins. Mais quand même, un critère majeur, c'est qu'ils respectent le port de masque et ils respectent en fait toutes les mesures barrières. Mais chez nous, si on ne respecte pas le port de masque, même si le marché est un endroit ouvert, le virus va circuler. D'accord. Alors, le sociologue pense toujours que cette pandémie vient fragiliser les valeurs sociales. C'est une question complexe. Je ne suis pas spécialiste de la question en réalité, mais j'ai été un cas contact. Je vous assure que je suis parti en quarantaine et c'était difficile pour moi de supporter. Pour moi, c'était une même privation de mes libertés dans une certaine mesure. C'est vous qui avez pris en charge le premier cas de décès. Le premier cas de décès, et ça a été très difficile. Et je me dis, mais une maladie qui vient, et du jour au lendemain, on te dit, toi, on te ferme quelque part et tu ne bouges plus. Tu ne peux plus tu n'es plus libre, tu ne peux plus faire des activités, tu ne peux plus voir ta famille. Mais c'était vraiment un choc au début. Tout à fait. Voilà. Nous allons, si vous permettez, nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages puisque c'est une émission interactive. Les téléspectateurs ont envoyé beaucoup de messages. Nous allons essayer d'en lire quelques-uns.
il y a Damien Arwandokon qui dit, par exemple, je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais en la matière, c'est un sujet d'actualité qui interpelle tout le monde. Philosophe, homme de rue, libre, penseur, sociologue, psychologue, élève et que sais-je encore. Nous sommes en guerre depuis des mois. Il nous faut ensemble nous armer pour vaincre l'ennemi. Mais c'est avec amertume que je constate, surtout dans nos marchés, que les bonnes dames ne respectent rien des mesures barrières prises par le gouvernement. Je n'en veux pour preuve. Samedi dernier, j'étais allé au marché de Glo, mais allez y voir. Allez-y constater les dégâts. Est-ce l'ignorance du danger que nous courons ou n'avions-nous pas la vraie stratégie pour vaincre l'ennemi commun qu'est donc le coronavirus? Le gouvernement ne peut pas être présent partout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ensemble, nous serons responsables de l'évolution de cette pandémie. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Le gouvernement fait des efforts, mais hélas. Et pour limiter, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. D'abord, en quittant son domicile, porter le cache-nez, vérifier si aux alentours, tout le monde a porté. C'est le lieu d'interpeller les élus locaux et municipaux de cette lourde responsabilité qui est de sensibiliser. Oui, et il y a Mémé Bouriana Daguia qui dit « Salut à tous sur le forum. Le problème posé est d'une grande importance. Le coronavirus est bien présent au Bénin. Les sceptiques banalisent la situation dans nos marchés et dans tous les lieux de grands rassemblements. Il est temps d'intensifier le travail de sensibilisation, de conscientisation de la propagande partout contre le mal du moment. Le gouvernement à lui seul ne peut tout faire. Chacun, où il se trouve, doit pouvoir être responsable, épanoui, équilibré et utile à la communauté. N'ayons pas notre langue dans notre poche. Tirons toujours sur la sonnette d'alarme où que nous soyons. L'heure est grave et le Béninois aime trop banaliser les problèmes. L'État doit revoir sa copie pour les aides en kit alimentaire pour les démunis et les pauvres qui ont besoin d'être soutenus. Voire distribution gratuite pour les médicaments de première nécessité aux gens vulnérables. Mettre les agents en uniforme dans les marchés buvettes et autres pour obligation pour le port des masques. D'accord. Nous disons merci à Mémé Bouriana Daguia et il y a Madame Claire Rougan Ayemona qui dit en plus des messages de sensibilisation, si l'ORTB et ou BB24 avec l'appui du gouvernement peut réaliser des documentaires avec des témoignages poignants en français et en langue nationale de malades guéris et des gens qui ont perdu leurs proches, peut-être que ça peut faire son effet. Les témoignages importants qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas si accessibles aux femmes du marché. Le gouvernement peut aussi envisager la possibilité d'installer dans des zones stratégiques la projection en boucle de tous ces éléments de sensibilisation de sorte que le voisinage s'impose à tout le monde. Eh bien, un autre qui dit bonsoir à tout ce qui a été dit plus haut. J'ajouterai que les chefs de quartier et les gestionnaires des marchés devront gorgonner plusieurs fois dans la journée pour rappeler les mesures barrières à nos populations. La triste réalité est que des gens même insoupçonnables ne croient pas à cette maladie. Évitons systématiquement ces genres de personnes pour notre suivi et celle de nos proches. Absolument, c'est très important. Il y a beaucoup de messages. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout lire. Le débat se poursuit. C'est un sujet vraiment d'actualité. Madame, nous sommes pratiquement à la fin de cette discussion. Oui, dans nos marchés aujourd'hui, comment faire pour sécuriser de telle sorte que nos marchés ne deviennent pas des lieux de propagation de ce virus? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais insister sur ce que les sensibilisations doivent continuer et le suivi sera rigoureux et surtout de votre côté. De notre côté. Dans les marchés. Ça doit se faire et je profite de cette émission pour appeler les usagers à respecter les gestes barrières pour éviter
les morts subites comme nous l'avions connu jusqu'à 19 décès déjà, et de prendre conscience que le mal existe vraiment et protéger leur famille, parce que si ils se protègent dans le marché, ils vont protéger également leur famille. S'ils sont contaminés, ils vont contaminer leur famille. Et pour éviter ça, il faut respecter les gestes barrières. Et je voudrais lancer un appel à l'État, si c'est possible, monsieur le docteur, si c'est possible, s'il faut mettre en place un système de dépistage systématique au niveau des marchés, si c'est possible. Comme ils le font dans certaines structures, si ça peut venir dans les marchés, ça peut prévenir la prolifération de ce mal. Merci. Merci beaucoup, Madame Docteur. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Est-ce qu'il est possible de faire le dépistage dans les marchés? Que conseillez-vous par rapport à sa proposition? C'est bien possible de faire le dépistage. On a besoin juste de mettre les moyens, parce que c'est une question de vie. Donc, si l'État met les moyens, on peut dépister. Et même dans la politique même, il faut un dépistage massif pour pouvoir ralentir en fait l'épidémie. Je voudrais juste ajouter en fait que dans les marchés, on peut essayer de créer des modèles, comme je l'ai dit, des référents qui sont des modèles. Et ceux-là, port de masse, lavage des mains, ils seront les modèles pour les autres. Et ça peut entraîner peut-être la grande masse après. Ensuite, ma dernière préoccupation, c'est l'appel à témoins, c'est-à-dire les gens qui ont été... Ce n'est pas une maladie de la honte. Les gens qui, peut-être dans le marché, ont été infectés, ils peuvent aider peut-être la SOGIMA à présenter des films ou bien certains, en tout cas, faire des appels à témoins pour convaincre les autres que la maladie existe réellement. Effectivement. Donc, de plus en plus, les gens sortent. Hier, par exemple, j'ai vu un médecin réanimateur qui est sorti ouvertement, qui a dit qu'il a été contaminé. Et ça, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il s'agit du directeur du SAMU. Du SAMU. Donc, ces appels à témoins, ça va impacter, en fait, positivement sur la conscience collective. Merci beaucoup, Dr Roméo Akogbetor. Alors, merci à nos invités qui sont venus sur le plateau. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne journée.